Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez le podcast engagé qui rime avec générosité. Si vous voulez encore plus de contenu, venez découvrir ma newsletter Vitamine G. Au menu, des histoires de dons, des recommandations, des décryptages sur l'actualité philanthropique et parfois des contenus invités. Pour s'abonner, rendez-vous en description ou au www.philanthropio.com. Cette saison qui touche bientôt à sa fin est sponsorisée par Altrui, une association 100% digitale qui a pour mission de promouvoir l'engagement associatif à travers le podcaston. Un marathon caritatif qui dure une semaine et au cours duquel des centaines de podcasteurs se mettent au service d'une cause le temps d'un épisode spécial. La 3e édition aura lieu en mars 2025 et sera pour la première fois internationale. Alors soyez au rendez-vous. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vais donner un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Luc-Olivier Pierret, cofondateur de Ramdam Social avec Julie Bourreau. Ramdam, c'est une entreprise à mission qui a pour but d'aider les associations par la vente de bons produits locaux. En gros, à chaque fois que vous achetez leurs chips ou leurs cookies, vous participez à lutter contre la précarité alimentaire. Comment fabrique-t-on une marque sociale de la proposition de valeur à sa communication en passant par la mise en marché? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonne écoute! Bonjour Luc-Olivier Pierret. Bonjour Charlène. Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de ta marque alimentaire à dimension solidaire que tu as cofondée en 2023 avec Julie Bourreau, en l'occurrence Ramdam Social, une marque qui fait déjà du bruit, qui est une entreprise à mission qui a pour but d'aider les gens avec de bons produits locaux. Alors, dans quelques instants, on va en savoir plus, tu vas nous expliquer tout ça. Mais dans un premier temps, j'aimerais t'interroger un petit peu sur ton parcours, car Ramdam n'est pas arrivé par hasard. En fait, dès mes études, j'ai eu la chance de tomber sur un livre de Mohamed Younous qui présentait le concept du social business, où j'ai pu voir que oui, on pouvait faire des entreprises qui étaient pérennes économiquement à long terme, tout en ayant une mission extrêmement forte au cœur de l'entreprise et que cette mission devait être un peu comme une étoile du Nord avec de l'impact qui était vraiment au centre de tout. Et du coup, j'ai décidé d'orienter toutes mes expériences sur ce genre d'entreprise. J'ai commencé assez naturellement en partant justement voir un des projets de Mohamed Younous au Bangladesh. J'ai travaillé 2 ans pour Grameen Danone Foods là-bas. C'était en fait une entreprise qui faisait des produits locaux enrichis pour les personnes les plus pauvres du pays à très bas prix et qui permettait en fait de mêler production locale et impact social et nutritionnel pour les enfants du Bangladesh. Donc c'était des 2 ans extrêmement intéressants, à la fois professionnellement parce que je sortais d'école, j'avais strictement rien en termes de compréhension, d'expérience, mais aussi humainement forcément parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux les différences qu'on pouvait avoir entre les pays, entre les continents et en fait m'imprégner d'une nouvelle culture qui était extrêmement forte et sur laquelle j'ai beaucoup appris humainement. Après, j'ai travaillé pour Bell, mais toujours dans une entité spécifique du groupe qui s'appelait Bell Explorer, qui en fait mettait en place des business inclusifs. Pareil, c'était l'idée de se dire comment est-ce que on crée des nouvelles business units, donc des nouvelles entités dans le groupe Bell, et dans ces entités, tu mettais en place un double objectif, à la fois avoir une pérennité économique, donc développer l'entreprise pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir augmenter l'intérêt du groupe, tout en ayant un impact social très fort sur chaque pays. Donc, par exemple, j'étais responsable de monter le projet à Madagascar, où on travaillait avec des vendeurs de rue, parce que là-bas, c'est 95% de la distribution qui se fait avec les vendeurs de rue. Sauf qu'au lieu de leur donner, par exemple, des t-shirts à la fin de l'année pour leur dire merci et les féliciter de leur année, pour le même prix, on arrivait à mettre en place des micro-assurances qui leur permettaient d'être couverts s'ils avaient un pépin de santé, eux et leur famille. Et enfin, j'étais directeur commercial chez Too Good To Go. Ça m'a permis de revenir en France, de travailler vraiment sur la grande distribution française, de comprendre aussi beaucoup mieux comment est-ce qu'on peut avoir un impact qui soit massif, parce qu'aujourd'hui en France, la grande distribution,
ça correspond à une très grande partie des ventes des produits alimentaires. Et qu'on pouvait aussi monter des projets from scratch en ayant un impact qui devienne massif. Aujourd'hui, Too Good To Go, c'est des millions de paniers sauvés chaque mois. Et voir cette croissance de l'intérieur, ça m'a permis vraiment de toucher du doigt comment est-ce qu'on peut aller utiliser la consommation du quotidien pour avoir un impact massif pour les personnes dans le besoin. Ouais, donc tu as cumulé quand même pas mal d'années d'expérience sur les enjeux de l'alimentation, notamment à l'international. Et je crois aussi que tu as intégré une Bicorp qui s'appelle Share. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu faisais chez eux ? Ouais, bien sûr. En fait, Share, c'est un projet qui a commencé en Allemagne et qui développe des produits plutôt sur de l'innovation produit et qui a aussi l'objectif d'avoir un impact social fort à l'intérieur de la création du produit. On a été en charge avec Julie de regarder si on pouvait lancer la France. Pour diverses raisons, le modèle n'était pas adapté au modèle français. Entre autres, par exemple, parce que aujourd'hui en France, il faut pousser la production locale pour plein de bonnes raisons. Et ça a été un passage ultra important pour nous avec Julie, pour plusieurs raisons, parce qu'on s'est rendu compte que ce modèle, il fonctionne très bien en Allemagne, et que quand tu modifies un peu le modèle et que tu l'adaptes, ça pouvait avoir un impact extrêmement fort en France. Mais aussi, et c'est ultra important quand tu crées de l'entrepreneuriat, de trouver une associée pour moi, un associé pour Julie, qui en fait est le bon partenaire pour travailler ensemble. Et c'était en fait une énorme chance parce que Julie et moi, on se complète très bien professionnellement. On a des compétences qui sont vraiment un peu les trous sur l'autre. Et en plus, une compréhension, une vision de projet qui est extrêmement alignée. On voulait faire des très bons produits locaux, gourmands, qui étaient là pour aider les personnes dans le besoin, avec l'ambition de faire un impact qui soit massif. Et c'est vraiment ça qu'on a eu comme ambition dès le début, c'est que ce soit un projet qui rapidement aide beaucoup les personnes dans le besoin. Précisons à nos auditeurs que Julie, tu l'as rencontrée chez Share. Je crois qu'elle était directrice marketing France. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager ensemble en faveur de la lutte contre la précarité alimentaire spécifiquement ? Alors, je pense que malheureusement, ce sont des chiffres. Le premier, c'est qu'en France, 1 personne sur 3 n'arrive pas à faire 3 repas par jour. Ce chiffre, il est énorme. Ça veut dire que autour de nous, n'importe qui a quelqu'un qui n'arrive pas à faire 3 repas par jour. Ça veut dire que des personnes sautent des repas et doivent choisir, aujourd'hui, est-ce que je vais sauter le petit-déj, le déj ou le dîner? Et pour nous, c'est quelque chose qui est inacceptable en France, surtout avec les excédents de production alimentaire qu'on a au quotidien. C'est quelque chose sur lequel on a voulu s'engager très rapidement. Et en regardant tous ces chiffres, en essayant de comprendre l'écosystème, on s'est rendu compte d'un deuxième constat qui était extrêmement fort, c'est que 67% des Français disent vouloir s'engager pour lutter contre ce type de précarité. Et on a vraiment vu ici que ce 67%, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire que c'est simplement du déclaratif et qu'en fait les gens ils veulent pas vraiment, non, c'est pas simplement du déclaratif. Par contre, c'est vrai que les personnes n'ont pas toujours le moyen de le faire. Certains n'ont pas le temps, certains n'ont pas d'argent, certains n'ont pas le réflexe. Et c'est de là qu'est venu Ramdam Social. On s'est dit qu'on allait trouver la bonne solution pour permettre aux consommateurs d'aider facilement tout en consommant avec gourmandise, avec plaisir, et qu'il fallait trouver un moyen qui soit simple, massif et efficace pour lutter contre toutes les formes de précarité. Oui, c'est ça. En fait, ça me rappelle cette statistique que j'avais découverte en lisant Bénédicte Bonzi, qui a écrit La France qui a faim. Je pense que tu as dû en entendre parler, que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs. Je crois que c'est 7,9 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire chaque année. Et elle parle justement des dysfonctionnements de notre système alimentaire. Puis 2023, ça a été chargé dans l'actualité entre la crise des restos du cœur, la crise des agriculteurs, etc. Donc j'imagine que ça a dû aussi alimenter un peu vos réflexions et votre projet. Alors tu l'as dit, vous vouliez créer quelque chose de simple, massif, efficace et sans compromis. Est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail en nous expliquant comment ces 4 principes se traduisent concrètement dans vos opérations et dans les valeurs de Ramdam Social ? Bien sûr. En fait, comment est-ce que ça se traduit dans les opérations ? Tout simplement, c'est le moyen qu'on a mis en place pour permettre à chacun de s'engager. Ça veut dire qu'on fait des très bons produits locaux, gourmands. Aujourd'hui, on fait que des produits alimentaires, donc ils sont très bons. On s'appuie sur de la matière première locale en très 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 grande majorité. On n'a que 2 ingrédients dans tous nos produits qui ne viennent pas de France, que ce n'est pas possible. Et surtout, ce sont des produits qui ne demandent aucun compromis aux consommateurs. Ça veut dire qu'ils vont être présents dans ces magasins classiques et ils vont être au prix
équivalent, voire à un prix inférieur à nos concurrents dans les rayons. C'est-à-dire que le consommateur, il n'a pas besoin de payer plus cher, il n'a pas besoin de prendre un produit qui vienne de l'autre bout du monde, ou encore il n'a pas besoin de prendre un produit avec des additifs ou avec de l'huile de palme qui sont un peu moins bons. Et, entre guillemets, en plus de tout ça, la mission du projet, c'est que chaque produit vendu va cofinancer un repas pour une personne dans le besoin. Ça veut dire que chaque fois que tu vas partir faire ton apéro, tu vas pouvoir acheter un paquet de chips Ramdam Social et en même temps que tu te régales, tu vas cofinancer un repas pour une personne dans le besoin. Donc ça permet d'être à la fois extrêmement simple pour le consommateur, mais si chaque Français qui part faire son apéro du vendredi soir prend un paquet Ramdam Social, ça peut devenir extrêmement massif pour aider les associations et permettre en fait de lutter contre cette urgence. On est une pierre dans l'édifice pour lutter contre la précarité et aider à la réinsertion, mais on pense que cette pierre, elle va aider et on se rend compte que on a déjà réussi à atteindre plus de 60 000 repas cofinancés pour les assos en quelques mois de lancement. Donc en fait, ça peut devenir vraiment quelque chose d'important pour aider les associations. Oui, alors précisons que vous reversez entre 7 et 10% des revenus du chiffre d'affaires aux 3 associations partenaires. Alors justement, tu vas nous expliquer parce que chaque produit vendu est associé à une association partenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Donc les chips, les biscuits salés et les cookies vont chacun avoir une association reliée. L'idée derrière ça, c'est que ce soit extrêmement transparent, extrêmement clair pour le consommateur. Et on a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit honnête le plus possible et à 200%, mais aussi concret. Et c'est aussi pour ça que on a des freins aux dons en France. Les citoyens expliquent qu'ils ne savent pas où vont leurs dons. Donc nous, tout de suite, on a fait en sorte que ça soit très transparent et chaque paquet va vraiment cofinancer un repas. On ne finance pas les frais de structure des associations, on finance vraiment la nourriture. Et du coup, par exemple, nos chips travaillent avec le SAMU social et en fait, le SAMU social va accueillir les personnes, va aider les personnes en situation d'urgence en leur donnant une collation. Donc une collation, ça va être une soupe, une boisson ou encore une madeleine. Et en fait, un paquet de chips va financer l'intégralité de ces produits pour pouvoir accueillir la personne, créer un premier lien, pouvoir donner à la personne la possibilité de se restaurer. Et ensuite, le SAMU social va mettre en marche toute son organisation pour l'accompagner, la soigner, l'aider à se réinsérer et prendre soin de sa santé. Donc ça, c'est avec les chips. Avec le Secours populaire et avec les banques alimentaires, on travaille sur le cofinancement d'un repas. Ça veut dire qu'on va offrir des fruits et légumes, 125 grammes de fruits et légumes pour les personnes dans le besoin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Secours populaire a des épiceries solidaires. En fait, quand tu es dans une situation de très grande précarité, les services sociaux t'orientent vers les associations et tu peux aller faire des courses à très 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 bas prix. Ça veut dire que par exemple, tu vas payer ton paquet de pâtes 5 centimes, 10 centimes, mais ça permet de te garder dans une démarche de responsabilité de toi-même, de ta famille, mais adapté malheureusement à ta précarité du moment. Et en fait, on se rend compte que dans ces cas-là, même si les produits sont très peu chers dans ces épiceries solidaires, les fruits et légumes sont rapidement vus comme quelque chose qui coûte encore trop cher et qui n'est plus acheté. Et du coup, de la précarité alimentaire découle la malnutrition. Et le Secours populaire nous a dit, nous, on a besoin de fruits et légumes. Donc, chaque paquet de sablé va payer intégralement 125 grammes de fruits et légumes, ce qui va permettre aux personnes qui vont faire leurs courses d'avoir gratuitement des fruits et légumes et d'essayer d'avoir un équilibre alimentaire qui soit le plus sain possible. Avec les banques alimentaires, c'est le même modèle, sachant que les fruits et légumes, ils ne sont pas achetés n'importe comment et n'importe où. On travaille sur des fruits et légumes français qui viennent des hors quotas ou des hors calibres, par exemple, parce que, une fois de plus, on a une surproduction alimentaire aujourd'hui en France et ça n'a aucun sens de jeter un concombre parce qu'il est un peu trop courbé ou une pomme de terre parce qu'elle est un peu trop grosse. Donc, en même temps, on va travailler sur la précarité alimentaire. On essaye aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire parce que ça, c'est évident que on peut aussi agglomérer les luttes ensemble pour essayer d'avoir le meilleur impact à travers notre projet. Et votre modèle de redistribution fait en sorte que vous devez encore plus contrôler vos coûts. Comment vous y parvenez ? En fait, on a décidé de ne pas être une entreprise qui fait de l'innovation produit. En fait, on veut pas créer le nouveau cookie avec une pointe de yuzu et des algues et faire en sorte que ça devienne le nouveau modèle de consommation. En fait, pour nous, c'est extrêmement fort de se dire on répond à des besoins et on ne crée pas des besoins. Donc,
Les gens aiment les très bons cookies au chocolat. Et d'un point de vue très économique, c'est 90% du marché. Donc on n'a pas besoin en fait de se battre et essayer de créer la nouvelle innovation qui va casser les codes et rentrer dans tous les foyers français. Donc on s'appuie sur des très bons producteurs locaux qui savent très bien faire ces recettes et on va distribuer leurs produits à travers nos packaging et avec tout notre modèle d'impact social. Pour te donner une idée, une marque agroalimentaire sur toute cette partie innovation R&D, elle va dépenser entre 6 et 12% de son chiffre d'affaires. En fait, très simplement, nous, on a enlevé ce coût pour le réorienter vers l'aide aux associations. Ça nous permet à la fois d'avoir un modèle économique qui soit pérenne dans le temps et à la fois, ça nous permet de donner des marges qui permettent à nos producteurs, à nos distributeurs de fonctionner et du coup, de massifier le projet. En quelques mois, on est passé de 0 à plus de 600 magasins distributeurs et on est constamment contactés pour aller distribuer nos produits dans des nouvelles chaînes de magasins parce qu'en fait, les gens nous disent « Mais bien sûr que moi aussi j'ai envie d'aider. C'est juste que jusqu'à présent, les projets qu'on me proposait, ils me demandaient de faire 0% de marge, donc je dois bien payer mes employés. Avec vous, je peux à la fois faire fonctionner mon magasin et à la fois pouvoir aider massivement les personnes dans le besoin. » Vous êtes ce qu'on appelle une marque sociale, c'est-à-dire que la mission de l'entreprise va au-delà du profit et inclut des objectifs comme la réduction des inégalités, la protection de l'environnement, le soutien aux communautés défavorisées, etc., etc. Alors ça date pas d'hier. Des pratiques comme le buy one, give one, pour chaque produit acheté, un produit est donné à une personne dans le besoin, ou encore le produit partage qui consiste à reverser une partie du prix de vente à une cause, existent depuis longtemps. Comment le modèle Ramdam se distingue des autres marques sociales ? Je pense qu'il y a deux choses par rapport à des marques classiques qui vont faire du buy one, give one. Elles vont le faire en fait de manière à la fois très temporaire et à la fois d'une manière très orientée communication. Je m'explique. Ça veut dire que par exemple, elles vont le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et en plus, elles vont le faire dans une idée de se mettre en avant pour présenter leur impact sur une période très courte. Ça crée 2 biais. Le premier, c'est que les associations qui vont être aidées ne vont l'être que pendant un temps très court. Et un des problèmes aujourd'hui des associations, au-delà du manque de financement, c'est le manque de financement pérenne, de visibilité. C'est-à-dire que les associations doivent se battre constamment pour aller rechercher de la subvention, de l'aide, qu'elle soit financière ou matérielle. Et la force de Ramdam Social, c'est qu'on donne une pérennité dans le financement. Nos chips aident le SAMU social et surtout un côté prévisionnel. Forcément, aujourd'hui pas encore, mais dans quelques mois, 1 an, on va être capable de dire, en fait, bonjour le SAMU social, demain, on sait que, on peut vous dire que en janvier, on va vendre plus ou moins ça à 5% près, et du coup, vous donnez cette somme. En février, ça sera ça. En mars, ça sera ça. Et du coup, eux peuvent se projeter dans des actions sociales de manière beaucoup plus solide et sans se dire, OK, on va enlever 2 personnes du projet pour aller chercher de la subvention parce qu'on se rend compte qu'on n'aura peut-être pas assez de fonds. Ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est que on a enlevé tous les compromis qu'on peut demander d'habitude dans ce genre de projet à des consommateurs. Ils ne payent pas plus cher. Ils ont des très bons produits. Ça leur permet de se régaler en faisant l'apéro. On leur demande pas d'aller dans tel ou tel magasin qui est pas du tout là où ils vont acheter d'habitude. Donc, en fait, on ne demande rien aux consommateurs. Simplement le fait de se faire du bien en faisant du bien à quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment ça la force du modèle. Oui, puis en même temps, vous allez plus loin que les autres marques sociales dans le sens où on sent que le don chez vous, c'est pas juste une externalité positive, quoi. Il est vraiment central. Tout d'abord, c'est le cœur de votre modèle d'affaires, mais c'est aussi le cœur de votre marketing. Dernièrement, vous avez fait une campagne d'affichage en collaboration avec Franprix, qui vous distribue, avec des messages tels que « On veut faire un max de pognon, on va détourner votre argent ». Donc, c'est ce qui vous permet aussi de faire des coups de com' comme ça. Vous avez un compteur de dons aussi qui est installé sur votre site internet, qui est disponible en tout temps, et un QR code qui est présent sur l'emballage de chaque produit, donc qui permet d'y accéder. Je vois que vous avez aussi une volonté de pénétrer le plus de lieux et de marchés possibles, puisque vous nouez pas mal de partenariats. En tout cas, ça démarre fort, puisque vous rentrez aussi dans les cinémas. Vous avez un partenariat, je crois, avec La Tournée. Donc, le don, il est vraiment au cœur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce que je te disais. En fait, on est contacté tous les jours par des magasins, par des chaînes de magasins, par des enseignes qui nous disent mais pourquoi est-ce que moi je peux pas le faire? Et en fait, c'est vraiment la force de ce modèle. Quand je disais, on a enlevé les compromis du consommateur, mais aussi du distributeur. En fait, on discute avec pas mal de monde et ils nous disent mais pourquoi est-ce que je le ferais pas? Je peux faire tourner mon magasin
je vais aider les personnes dans le besoin et en plus je suis fier des produits que je vends. Du coup, oui, on a de plus en plus de cinéma qui arrive et ils nous disent mais on n'a jamais vendu autant de paquets sur les petits points de vente à l'entrée des salles. On a des lieux comme des bars, par exemple, on a la Bellevilloise qui nous a rejoint. Ils nous disent mais on n'a jamais été autant demandé sur nos produits snacking parce que en fait tout le monde se retrouve dans ce genre de projet et c'est vraiment ça qui est magique, c'est que personne n'a de grief contre le fait de se faire du bien en aidant les autres. Du coup, il faut en profiter et il faut aider massivement parce que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes des associations et de leur financement. Est-ce que la mise en marché a été un parcours absolument sans obstacle ou est-ce que vous avez rencontré tout de même des résistances en chemin? Par exemple, on aurait pu vous reprocher de combattre la précarité alimentaire en vendant des chips et des gâteaux, donc des produits souvent associés à une alimentation moins nutritive, par exemple. Alors, c'est toujours sympa de raconter un an après, mais je peux t'assurer que sur le moment, ce n'était pas du tout le cas. Je pense que sur les premiers mois, tout le monde nous a dit « mais vous êtes complètement fous. Si ça pouvait fonctionner, ça fait longtemps que ça aurait été inventé. Vous y arriverez jamais. De toute façon, ce genre de modèle, il va fonctionner, vous allez perdre de l'argent et dans 2 mois, vous avez mis la clé sous la porte. » On a tout eu, mais on était assez convaincus pour 2 raisons, parce que on connaissait très bien la grande distribution et les modèles économiques de ce genre d'entreprise, et 2, on savait qu'il y avait une nécessité de créer un modèle qui permette aux gens d'aider massivement, parce que c'est une attente des gens. Les gens, en fait, ils ont pas du tout envie d'être dans leur coin à se dire, chacun pour soi et puis on verra bien. C'est pas du tout le cas et on le voit au quotidien. Tout le monde nous dit, ça fait du bien de pouvoir filer un petit coup de main sans forcément être pris à partie au quotidien. Donc non, on a eu des difficultés. On a dû prouver que oui, notre modèle il fonctionnait bien. On a dû se jeter à l'eau en lançant des productions alors qu'on avait que quelques magasins qui nous avaient dit oui, et du coup mettre nos économies en jeu et à risque, parce que si t'as pas de magasin pour vendre, tu te retrouves avec des produits qui ne sont plus bons. On a aussi encore besoin de s'améliorer sur des sujets. Pour être très transparent, aujourd'hui nos packaging, on est à un niveau équivalent au marché, mais on pense que le packaging c'est un sujet écologique et écologie et sociale se rejoignent très rapidement. Et on a besoin de faire mieux, on en a conscience et on le dit. En fait, dans ce projet, on veut être assez honnête. C'est ce que veulent les gens aujourd'hui. Moi, le premier, j'ai envie que on arrête de me vendre des choses au forceps et plutôt que les marques, les projets, les associations me disent honnêtement, voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on propose. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et du coup, oui, on a encore des choses où on doit s'améliorer et on bosse au quotidien. Je t'ai pas posé la question en intro, mais est-ce que vous avez été incubé? Oui, on est incubé chez Unitech, qui est un incubateur néo-aquitain, qui nous accompagne énormément sur la capacité, en fait, à grossir rapidement et à faire en sorte que ce projet, il puisse être pérenne bien sûr, mais aussi qu'il n'ait pas besoin de 10 ans avant d'avoir une aide un peu concrète. Donc ça nous permet d'aller plus vite et plus largement par rapport à ce qu'on aurait pu faire dès le début à 2 avec Julie. Je vais revenir un petit peu sur les associations partenaires. On se doute que ce qui a concouru à ce choix, c'est leur notoriété. Mais est-ce que d'autres critères sont entrés en ligne de compte? Par exemple, pourquoi le Secours Populaire et pas les Restos du Cœur? Bien sûr. Parce que, premièrement, on a cherché des associations qui avaient une empreinte locale. Et quand je te parle de local, c'est régional. Parce que on veut relier nos dons qui sont faits dans une région avec une association locale. Donc, par exemple, les banques alimentaires, c'est un modèle qui permet très rapidement de dire les ventes qui sont faites en Nouvelle-Aquitaine vont aider les banques alimentaires de cette région. Et de la même manière avec le Secours Populaire, par exemple. Le deuxième point, c'était des associations qui avaient envie de s'investir avec nous. Évidemment, quand on est arrivé, on était une toute petite entreprise dont personne n'avait jamais entendu parler. Et on a été extrêmement bien accueillis par ces 3 associations qui avaient en fait du temps à nous accorder pour créer ce projet ensemble. On a contacté d'autres associations, par exemple les Restos du Cœur, et ce sont des modèles qu'ils ne font pas. Ils ont besoin de plus grosses entreprises, beaucoup plus en place. Et du coup, ils nous ont dit qu'on n'était pas le bon modèle pour elles au début. Et enfin, je pense que c'est très important. On a choisi des associations qui nous parlaient en termes d'impact, sur lesquelles on est à peu près convaincu que l'argent va vraiment auprès du financement des repas. Et en fait, on est allé même plus loin avec elles, c'est qu'on a contractualisé tout ça. Ça veut dire que nous, on a un droit de regard via des audits sur les flux financiers. Donc, lorsqu'on va vendre 12 500 paquets de cookies,
on est assuré que ça finance bel et bien 12 500 repas. Et de l'autre côté, nous, on a notre expert comptable qui leur donne les chiffres exacts de nos ventes. Donc, elles savent exactement quand on a financé 12 500 cookies, c'est parce qu'on a bel et bien vendu 12 500 paquets. Donc, en fait, une fois de plus, cette transparence, on a essayé de l'imprégner dans toutes les sphères du projet. Et ça nous permet aussi ensuite d'aller voir nos consommateurs en leur disant, bah, regardez, l'association, elle a bel et bien fait ça, et nous, on a bel et bien vendu ce nombre de paquets. J'aimerais qu'on parle aussi de vos collaborations avec le secteur de la grande distribution, puisque vous voulez massifier votre modèle, donc assez naturellement, vous vous êtes tourné vers les grands distributeurs. Votre initiative s'inscrit d'ailleurs au cœur de leur stratégie RSE. Par exemple, Carrefour a mis en place des conditions commerciales préférentielles, comme la réduction de ses marges et l'absence de pénalité en cas de retard de livraison. Ça me fait penser qu'il y a quelques mois, l'organisme Foodwatch a pointé du doigt les marges assez conséquentes de l'industrie et de la grande distribution sur des produits de première nécessité comme les pâtes, les légumes ou encore le lait, en pleine crise du pouvoir d'achat et explosion de la précarité alimentaire. Donc, certains pourraient se demander pourquoi ne pas tout simplement réduire les marges sur les produits de première nécessité, en tout cas commencer par là, en complément du soutien à des produits solidaires comme les vôtres. Comment toi tu vois le rôle des produits solidaires dans le cadre plus large des stratégies de lutte contre la précarité alimentaire ? Je pense que tu as deux réponses. La première, c'est le rôle des politiques. Le monde politique, en fait, se doit de structurer durablement ce genre d'initiative parce que aujourd'hui, quand tu vois les taux de marge spécifiques, on peut se poser la question de comment est-ce qu'ils sont faits et pourquoi est-ce que certains produits y ont droit et d'autres n'y ont pas droit. Évidemment que, selon moi, tous les produits de nécessité, de première nécessité, devraient avoir ces taux de TVA préférentiels. Et aujourd'hui, on a encore pas mal de chemin à faire sur l'alimentaire, mais aussi sur l'hygiène spécifiquement. De notre côté, je pense que la responsabilité d'une entreprise comme Ramdam Social, c'est d'enfoncer certains a priori et d'enfoncer certaines portes. Aujourd'hui, la précarité alimentaire, c'est un sujet qui est connu, mais qui semble un peu être un gros truc dans un coin dont on n'a pas trop envie de parler. Et moins on en parle, mieux on se porte, même si de temps en temps on fait un don. Nous, on a envie de mettre ce sujet au cœur du débat et de dire, mais regardez en fait, regardez premièrement la précarité, ce que ça veut dire, la taille qu'elle représente, une personne sur 3. Quand on partage ce chiffre, les gens disent mais c'est pas possible. Et enfin, que on peut tous agir pour massivement lutter contre cette forme de précarité. Et je crois que c'est vraiment là la force de notre message, c'est dire regardez, il y a des petits messages, des petits moyens tout simples pour y arriver. Vous faites un apéro, vous aidez à lutter contre la précarité alimentaire. Et quand on partage ça avec les gens, c'est un peu ce truc de le visage s'illumine de ah ouais, moi aussi je peux aider et en plus je dois pas changer ma vie pour aider. En fait, c'est juste une prise de position personnelle. Donc je crois qu'on a une très très forte responsabilité là-dessus, surtout qu'on le voit, notre mouvement il est enclenché depuis 4 mois seulement et on arrive déjà à être dans 5 très grands distributeurs nationaux français, on arrive déjà à avoir des taux de réachat qui sont équivalents voire supérieurs à des concurrents qui sont implantés dans les rayons depuis 15 ans. En fait, on a offert aux gens un truc qui leur manquait. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que déjà, on voit dans les chiffres de vente et du coup, dans les chiffres de dons, que ça y est, le mouvement, il est massif, il est enclenché et la boule, elle est en train de grossir. Maintenant, il faut faire en sorte que ça continue encore et encore. Force est de constater que les consommateurs embarquent dans l'aventure, puisqu'en 4 mois, vous avez réussi à entrer dans, je crois, 500 magasins, cofinancé plus de 60 000 repas. Vous êtes présent chez Carrefour, Franprix, Cora, Monoprix, Leclerc. Et vous venez de remporter le prix de l'ESS au Sirius de l'Institut du Commerce. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Ramdam Social ? Est-ce que c'est de devenir une entreprise Bicorp ? Aujourd'hui, on est une entreprise à mission. Le label Bicorp, ça pourrait être une option. Pour être très sincère avec toi, aujourd'hui, nous, on se concentre sur le terrain, l'opérationnel et faire un maximum de dons. C'est vraiment ça qui nous intéresse au quotidien. Donc, on a vraiment 3 choses. La première, c'est d'augmenter le nombre de magasins où on peut trouver nos produits. On en a 600, mais pour être très sincère avec toi, on est déjà en discussion pour en signer plusieurs centaines de plus et on aimerait finir l'année à plus de 1000 magasins, ce qui serait un super résultat parce que ça veut dire que c'est 1000 magasins qui peuvent faire des dons. Et en fait, c'est assez incroyable de dire chaque magasin au quotidien va aider les personnes dans le besoin et va aussi transmettre un message.
On veut rentrer dans plus de rayons. On a aujourd'hui 6 produits, on en aura 15 à partir d'octobre. Ça veut dire que tu multiplies tout simplement le nombre de dons que tu vas faire. Et quand je te dis plus de rayons, ça veut dire qu'on va sortir de l'alimentaire. En fait, malheureusement, la précarité aujourd'hui, elle est multidimensionnelle. Il y a bien évidemment la précarité alimentaire. Il y a aussi d'autres précarités comme la précarité hygiénique ou encore la précarité menstruelle. Et ce sont des sujets sur lesquels nous, on veut s'investir, tout en gardant notre ADN de très bons produits locaux, bien produits, qui vont avoir une mission très forte d'aider une personne dans le besoin. Sauf que ce don, ça sera plus de l'alimentaire, mais ça sera justement plutôt de la protection menstruelle ou encore de l'accompagnement hygiénique. Et enfin, quand tu parles de massifier un impact, bien évidemment, on a envie de se déployer sur plus de régions, plus de pays. Donc on fera les choses étape par étape, mais l'ambition, c'est qu'on puisse aller chercher plus de 50 millions de dons d'ici 2028. Donc c'est vraiment notre mission, parce qu'aujourd'hui tu as de la précarité énorme qui se développe et parce que on a besoin de recréer du lien entre les personnes. Alors justement, tu parles de recréer du lien. Pour conclure, j'aimerais te poser une question qui entre directement en résonance avec l'actualité politique tumultueuse du moment. L'entrepreneur Eva Sadoun a déclaré sur LinkedIn que même si l'entreprise ne vote pas, elle est politique. Elle doit prendre ses responsabilités face aux idées d'extrême droite. Jérôme Sadier, qui est président de SS France, a quant à lui déclaré « L'ESS ne peut pas être partisane, mais elle ne peut être neutre ». Qu'est-ce que tu penses de cette idée de responsabilité politique des entreprises et en particulier dans l'ESS ? Aujourd'hui, tu as une précarité, selon nous, du lien qui est extrêmement forte. En fait, les personnes ne se parlent pas ou ne se parlent plus assez et ça résulte à ce qu'il n'y ait plus de futur désirable, que ce soit de la part des messages politiques ou que ce soit de la part des messages des entreprises. En fait, on va se défendre, on va parler d'un tout petit prisme de notre sujet, mais on n'a plus cette vision de se dire, OK, à quoi est-ce que le quotidien de tout le monde peut ressembler dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et en fait, donner envie à tout le monde de se battre vers le même objectif. On voit qu'il y a de plus en plus d'individualisme, qu'il y a de plus en plus de frontières entre les individus, entre les entreprises, le monde politique, il y a les associations. Les gens ne se parlent plus ou de moins en moins et n'ont pas confiance. Tu le vois par exemple sur le taux d'abstention. Clairement, ça met en avant un manque de confiance totale dans l'intégralité des partis. Et pourtant, quand on en parle avec Ramdam, on voit que les citoyens, ils ont envie de s'entraider. Quand je parle des 67% des personnes qui veulent aider ceux qui n'arrivent pas à se nourrir, on voit ce chiffre. Et ils veulent aussi se parler. Et surtout en ce moment, on voit que se parler, c'est aussi se comprendre. Et c'est ça qui peut-être nous manque le plus. Donc pour nous, Ramdam Social, c'est vraiment la responsabilité de recréer du lien, à la fois bien sûr pour lutter contre la précarité alimentaire, mais aussi pour lutter durablement contre les formes de précarité, mais d'incompréhension. Et je pense que toute entreprise a comme mission de créer ce futur désirable pour que chacun puisse travailler ensemble dans l'entreprise, puisse consommer ensemble et que tout le monde puisse avoir un niveau de vie et un équilibre de vie qui lui permettent de vouloir un futur désirable et que enfin en fait on soit tous dans la même lignée et qu'on se batte tous pour un futur qui nous donne envie d'élever nos enfants pour celui-ci. Donc l'entreprise a cette responsabilité de créer un futur désirable, mais pas nécessairement de se positionner publiquement sur un débat politique, en tout cas de sortir du silence, quoi. Je crois que l'entreprise se doit d'avoir des positions fortes, mais elle se doit d'avoir des positions fortes là où elle est experte et pertinente. Aujourd'hui, nous, la précarité alimentaire, pour être sincère avec toi, on pense qu'on a encore quelques mois de cohabitation avec nos associations pour être vraiment, vraiment pertinent pour prendre des positions fortes, parce que ce sont des sujets tellement structurels, tellement énormes, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. De la même manière, la précarité menstruelle demain va être un de nos sujets. Et ça fait des mois, ça fait bientôt plus d'1 an et demi qu'on bosse sur ce sujet de la précarité menstruelle pour le comprendre, ne serait-ce que pour le comprendre avant d'avoir des avis et de se prétendre expert. Donc oui, bien sûr qu'il faut prendre des positions. Nous, on veut le faire et on va le faire. Par contre, il faut surtout écouter dans un premier temps, écouter des personnes qui sont scientifiques, qui sont expertes. Et aujourd'hui, on est encore dans cette phase chez Ramdam Social. Ouais, mais c'est une posture d'humilité où on n'arrive pas en sauveur du monde, mais où on collabore justement avec les experts du sujet qui sont les associations de terrain. Donc c'est tout à votre honneur. Où est-ce qu'on peut vous trouver à travers toute la France ? Par exemple, moi je suis à Nancy présentement. Est-ce que si je vais au Cora de Houdemont, je vais trouver des produits Ramdam Social ?
à travers toute la France chez Cora, Monop et Franprix, dans le sud-ouest chez Leclerc et en Île-de-France chez Carrefour, Monop, Franprix et Cora. Donc plus de 600 magasins et sur notre site web, la petite rubrique où nous trouver. Et si tu as le temps, tu peux naviguer dans le site web, on parle de nos assos, de nos producteurs, de nos produits. Tu as encore plus d'informations. Bon, évidemment, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup, Luc-Olivier. Merci, Charlène. C'était un plaisir d'échanger avec toi et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès, beaucoup de ventes et donc beaucoup de dons. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, dès ce soir, prendre un apéro en écoutant cet épisode et en dégustant vos bons produits gourmands et locaux. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.